Oui, alors bonjour. Donc nous, on va vous raconter l'histoire de notre Serious Game. Voilà, donc un Serious Game, c'est quand même une belle aventure. Une aventure avec des actions, des épreuves, des découvertes, des échecs, des miracles, des acteurs, des personnages qui disparaissent, des personnages qui arrivent, des compétences acquises aussi. Finalement, c'est un peu du gameplay, hein, voilà. Donc en tous les cas, nous, c'est comme ça aussi qu'on l'a un peu vécu, qu'on essaie de vivre aussi chaque fois qu'on mène un projet. Donc c'est une aventure et c'est surtout aussi une équipe. Voilà. Et donc c'est ce qu'on va vous raconter aujourd'hui. Hein. C'est un peu cette histoire, l'histoire de notre jeu sérieux et l'histoire de l'équipe. Alors, tout d'abord, pour vous situer le contexte, on a développé ce jeu dans le cadre de formation à distance. L'université de Caen gère une cinquantaine de formations diplômantes à distance. Et ce jeu, il a été développé dans le cadre des dispositifs du management, du social et de la santé. C'est des dispositifs, il y a un master et 3 DU. Et en tout, il y a 10 parcours. Des parcours de management en gérontologie, en hygiène, en qualité des soins. Les particularités de ces dispositifs, c'est que ce sont des dispositifs où il y a principalement des professionnels. Sur l'ensemble des 10 parcours, on a uniquement 2 professeurs de l'UFR de santé. L'ensemble des autres intervenants, qu'ils soient auteurs, qu'ils soient accompagnateurs, qu'ils soient coordinateurs, qu'ils soient tuteurs, ce sont des professionnels. Et ça a été aussi un plus pour le projet. La deuxième particularité, c'est ces dispositifs ont bénéficié d'un financement dans le cadre d'un IDEFI. IDEFETIL, hein, l'objectif c'était de répondre aux forts enjeux de croissance du secteur, tout ce qui tourne autour de la longévité, de la fin de vie. Et donc, dans le cadre d'IDEFETIL, on a bénéficié d'une aide financière, c'est-à-dire que dans ces dispositifs, on avait, dans le cas par exemple du master, une cinquantaine d'étudiants. Et on ne pouvait pas aller au-delà parce qu'on n'avait pas les ressources humaines pour accompagner plus de 50 étudiants. Donc, on a été accompagné pour pouvoir multiplier par 3 ce nombre d'étudiants. Donc, du coup, on a eu énormément de ressources pour pouvoir embaucher des tuteurs formateurs et des accompagnateurs en plus. Et puis, la particularité aussi, c'est que c'est des étudiants qui sont à distance. Ce sont principalement des salariés. Voilà, des futurs managers, des futurs personnels d'équipe d'EHPAD ou de structures médico-sociales. Donc voilà pour le contexte. Ensuite, évidemment, un Serious Game, c'est quand même un support de formation, donc ça répond à un besoin de formation. Hein. Donc là, ici, les enjeux, c'était vraiment répondre à la nécessité d'améliorer la qualité et l'efficience des pratiques de soins, et surtout en milieu gérontologique, hein, c'était vraiment aussi en lien avec le projet IDEFITIL. Par exemple, la région avait lancé un projet e-santé. Vous verrez, je l'aborde, puisque après on verra que ça a aussi son importance dans cette histoire. Le deuxième enjeu, c'était aussi évidemment de développer des pratiques médicales innovantes. Et puis aussi, hein, nous, en tant que structure d'enseignement, c'était aussi de favoriser et développer des pratiques pédagogiques innovantes. Voilà. Donc ça, deuxième composante. Troisième composante, hein, pour que ça fonctionne, hein, donc on a le contexte, on a un enjeu, un besoin de formation. C'est aussi nécessaire quand même que derrière tout ça, si je veux bien, voilà. Il faut aussi qu'il y ait une dynamique d'innovation, évidemment. Et cette dynamique d'innovation, on va dire, c'est quand même le CEMU. Donc voilà, nous, on est membre du CEMU. Hein. Le CEMU, c'est le service d'appui à la pédagogie à l'université de Caen. Nous sommes une grosse équipe de 30 personnes avec 3 pôles. Un pôle de dispositifs e-formation, hein, c'est-à-dire avec des chefs de projet e-formation qui pilotent des dispositifs totalement à distance. Un gros pôle d'accompagnement des enseignants, à la transformation des pratiques pédagogiques et à l'intégration du numérique. Et un gros pôle, un studio de production multimédia. C'est-à-dire on a une équipe audio-vidéo, on a des graphistes, on a des développeurs multimédia. Voilà. Et on est quand même dans une dynamique d'innovation depuis de nombreuses années. Et voilà, donc on est dans cette dynamique de pédagogie active et surtout aussi dans cette dynamique d'expérimentation, c'est-à-dire qu'on est toujours prêt
à suivre des enseignants qui avaient envie et à les accompagner dans des expérimentations. Donc ça, c'était un des éléments. Ensuite, évidemment, il faut la partie pédagogique. Hein. On avait le CEMU qui était là, on va dire, pour la partie un peu techno-pédagogique numérique. L'autre équipe, évidemment l'équipe pédagogique, et là on a vraiment eu la chance. On travaillait avec... alors je suis allée un peu trop vite, je crois. Bon, tant pis, je vais essayer de retourner. Hop. Excusez-moi. Hop. Donc on avait dans les équipes des dispositifs de management de la santé, on avait 2 professionnels qui sont 2 médecins qui avaient comme mission d'être coordinateurs pédagogiques. Hein. Il y en a un pour l'hygiène et l'autre pour la santé. Pascal Thibon et Xavier Richaume. Et voilà, c'est eux qui sont un petit peu venus me voir, hein, puisque c'est moi en tant qu'ingénieur pédagogique qui ai porté ce projet. Ça faisait des années qu'on travaillait ensemble. On essayait, d'année en année, on expérimentait des choses. Hein. On a expérimenté le travail collaboratif à distance avec des étudiants, on a expérimenté l'évaluation par les pairs, on a expérimenté les open badges. Et là, voilà, on avait envie et ça correspondait évidemment aussi à ce besoin de formation et ils sont venus en disant voilà, pourquoi on ne se lancerait pas et pourquoi on ne se lancerait pas dans un serious game. Eh bien, nous, on a dit, ben banco, on y va. Voilà, et donc on a, comme ça, commencé à réfléchir ensemble en équipe. Hein. Il y avait moi, 1 ou 2 personnes du CEMU, puis les 2 coordinateurs, et puis on a fait une étude. Hein. On est allé voir tous les écrits de Julien Alvarez, on est allé voir les Canadiens, Louise Sauvé. On a aussi, parce qu'on ne lui connaissait rien, hein. C'était... hop. On a fait un benchmark de tous les jeux vidéo qu'il y avait à l'époque. Hein. Ça date de 2015. Voilà, donc on en a testé, on s'est répartis, on a plutôt sélectionné des choses qui étaient plus de l'ordre de la santé. Ça nous a permis aussi de commencer à découvrir les technologies possibles, hein, parce que ça, si on se lançait dans ce projet-là, il fallait à un moment choisir quelle était la technologie qu'on allait choisir, et aussi en fonction des compétences que l'on avait en interne. Et juste aussi pour vous montrer, hein, par exemple, voilà, hein, quand on discutait avec... voilà, hein, par exemple, ça, c'est une de nos réunions, en fin de réunion, ça, c'est un des coordinateurs qui a commencé à imaginer le scénario, à le dessiner, on y va. Et bien voilà. Moi, je considérais qu'à ce moment-là, on était certainement prêts à partir pour cette aventure. On avait le contexte, on avait les enjeux, on avait les équipes, on avait l'envie. On est allé voir tout ce qui se faisait, on s'est dit pourquoi nous on n'irait pas. Voilà. Et donc, eh bien, voilà, je vous expliquerai après, hein, parce que c'est pas si simple que ça. Là, il y avait le contexte. Après, vous verrez, je vous expliquerai comment ça s'est réellement passé. Eh bien, le jeu, on l'a fait. Enfin, il n'est pas encore terminé, hein, vous verrez, on vous expliquera après. Et du coup, Nicolas va pouvoir commencer à vous le montrer. Alors, juste pour vous préciser, hein, donc, c'est un jeu qui s'appelle Jasper. Ce jeu, c'est un jeu pour la prévention et la gestion des épidémies de grippe, d'infections respiratoires, en EHPAD. Alors, est-ce que tout le monde sait ce que c'est qu'EHPAD, hein, c'est les maisons de retraite. Voilà. Le scénario, c'est un résident de l'EHPAD qui s'appelle Jasper. Voilà, c'est la période de vacances de Noël. Il y a sa fille et sa petite fille qui viennent le voir. La petite fille tousse. Et voilà, elle fait des bisous à tout le monde, elle fait des bisous à son papy. Et voilà, et elle transmet à son grand-père le virus de la grippe. Quelques jours après, c'est le repas de Noël. Monsieur Jasper n'est pas très en forme, mais comme c'est Noël, il participe au repas de Noël. Et qu'est-ce qui se passe? Le petit virus, il se régale, il va voir un petit peu autour de lui. Et puis, d'un cas de grippe, on passe à 4 cas, et ainsi de suite. Et évidemment, il va falloir gérer une épidémie de grippe. Ça, c'est un peu le scénario catastrophique. Voilà. L'objectif du jeu qu'on va développer, c'est justement de ne pas arriver à ce scénario catastrophique. Hein. Ça va être d'être capable de gérer cette épidémie de grippe. Donc, on avait prévu de travailler ça au format série. Ouais, on était parti même sur 3 saisons. Et Jasper, pour nous, c'est la saison 1. Nous, on espère peut-être un jour faire une saison 2, une saison 3 à l'hôpital. Enfin, voilà. On a des coordinateurs pédagogiques qui ont plein d'idées.
Voilà, dans les objectifs, gérer une épidémie en milieu de soins. Donc il y a 3 phases, c'est tout ce qui va être mesures de précaution, de prévention, l'identification du premier cas, voir les signes quand Jasper, le résident Jasper a les premiers signes, repérer les signes de la grippe et intervenir tout de suite. Et puis évidemment, si on n'est pas intervenu tout de suite, là, gérer la grippe et déclarer la grippe, l'épidémie de grippe. Voilà, donc le public, donc c'est nos étudiants, nos dispositifs de formation santé, mais surtout, c'est que ce projet-là, il a pu aboutir aussi, puisqu'on a été en partenariat avec 2 réseaux de soins normands. Et donc, ce jeu, l'objectif aussi, c'était de l'ouvrir à tous les professionnels ou futurs professionnels exerçant en EHPAD. Voilà. Et donc, rapidement, avant que Nicolas vous montre, donc on a écrit un petit peu le scénario. On avait décidé donc qu'il y aurait trois profils de joueurs, soit les médicales, c'est-à-dire les médecins co, les infirmières, soit paramédicales, soit tout ce qu'on a appelé hébergement, qui va de la lingère à la cantinière. Voilà. Donc ensuite, évidemment, parce que je vous ai expliqué, dans ce jeu-là, le joueur il va avoir des objectifs, il va être confronté à des épreuves, il va falloir qu'il prenne des décisions. Pour ça, il va disposer d'outils. Il va avoir un plan de l'EHPAD, il va avoir un tableau de bord, son tableau de bord, où il va accéder à son score, mais il va surtout accéder, vous allez voir, à des experts. Tout au long du jeu, il va être confronté à des épreuves, et s'il est en difficulté, il peut aller demander de l'aide à des experts. Évidemment, il aura des feedbacks en fonction des décisions et des choix qu'il aura pris. Il aura aussi toujours sur son tableau de bord un petit curseur. Alors ça, c'est dans l'épisode 2, suivant le nombre de cas de résidents atteints par la grippe. Il aura aussi la possibilité, parce que le problème, les virus, on ne les voit pas. Là, ça se trouve, il y a plein de virus, on ne les voit pas. Donc, dans notre jeu, il y aura une vue virus. C'est-à-dire qu'à tout moment, le joueur pourra dire « Ouh, je regarde », et là, il verra que finalement, des virus, il y en a partout ou il n'y en a pas beaucoup. Et puis aussi, tout au long des 3 épisodes, on a mis en place des interactions, c'est-à-dire qu'il va être, en se promenant dans l'EHPAD, il va assister à des conversations. Alors que ça soit aussi bien des conversations entre des personnels de l'EHPAD ou des résidents qui parlent de la grippe. Et on sait, et ça, l'équipe de professionnels qui a travaillé avec nous, c'était un de leurs objectifs, c'est de lutter contre ces fameuses idées reçues, du genre le vaccin de la grippe c'est dangereux, et choses comme ça. Donc le joueur, en se promenant comme ça dans l'EHPAD, il doit intervenir. S'il entend comme ça des conversations avec des idées reçues, il doit intervenir et repérer qu'il y a des idées reçues. S'il repère, il y aura un système de bonus. Voilà. Et puis tout au long du jeu, il va y avoir aussi des petits mini-jeux du type un peu jeu d'arcade, un petit peu pour décontracter et gagner des petits points. Voilà. Donc on va vous montrer. Voilà, je te laisse. Donc c'est un jeu qui a été développé sous Unity par Nicolas, qui est développeur 3D. Bonjour. Donc je vais vous montrer, j'espère, l'avancement, où on en est. Donc c'est un jeu qui a été, quand le développement a commencé au mois de septembre. Ah oui, ça il charge encore. Ouais. C'est bon. Alors. Donc, ce que je disais, c'est que le projet a commencé au mois de septembre, la partie développement. Donc, je m'occupe du développement seul au développement, mais j'ai une graphiste qui m'aide sur l'interface. Donc, je m'occupe pas de l'interface. Je m'occupe du développement et de la 3D. La création 3D. Donc, au début du jeu, on leur demande de choisir un profil. Donc, selon médical, paramédical, hébergement visiteur, donc médical sont les médecins, paramédical c'est principalement les infirmières, etc. Hébergement, donc la volonté c'est de déguiser leur métier en fait, peu importe ce qu'ils font dans l'EHPAD, ils peuvent choisir leur métier. Ils mettent leur prénom, je vais mettre Nico. Ils lancent le jeu. On leur pose 2 questions au départ qui vont avoir une conséquence sur le nombre de personnes malades en fait dans l'EHPAD. On leur demande s'ils sont vaccinés. S'ils se vaccinent régulièrement en fait contre la grippe, parce que c'est une pratique qui n'est pas du tout répandue en fait en EHPAD et qui est,
C'est très mis en avant le fait de se vacciner. Donc ils choisissent oui ou non. Dire que l'épisode 2, ça aura un impact. C'est-à-dire qu'une personne, un joueur qui n'est... Ah d'accord. Juste pour vous dire, oui, le fait d'être vacciné ou pas, ça aura un impact à l'épisode 2. C'est-à-dire qu'il y aura le premier cas de grippe. Si le joueur n'est pas vacciné, il va tomber malade et le jeu risque de s'arrêter pour lui. Donc on a juste un rappel, donc là ça c'est l'histoire, on a fait une sorte de petit roman photo pour expliquer en fait comment ça se passait, donc avec la petite fille qui va voir son grand-père et qui le contamine par la grippe. Donc je vais passer assez vite, c'est pas hyper important, mais on s'est aussi posé beaucoup de questions sur comment raconter une histoire avec un petit budget, donc on a pris l'initiative de faire un texte avec des images. Donc là on est dans le jeu, donc ça c'est l'EHPAD, avec le hall. Un couloir, le réfectoire, la salle de soins, je vais vous montrer après. Donc on a visité 2 EHPAD et puis on a fait un mix des deux. On voulait quelque chose d'assez petit parce qu'on ne voulait pas qu'ils passent 3 heures à courir entre les missions. Le tableau de bord, c'est un des éléments principaux du jeu avec les missions. Donc chaque rond, c'est une mission. Il y en a 6 pour l'épisode 1. L'épisode 2 qui est en développement, il y en a 3. Il y en a beaucoup moins, mais elles sont plus longues. Elles sont toutes orientées sur la prévention. Donc on leur pose des questions sur le matériel, etc. Qu'est-ce qu'il faut prévoir, qu'est-ce qu'il faut utiliser comme produit pour nettoyer le sol, etc. Donc là on a un premier mini-jeu, donc les affiches du hall qui est juste ici. C'est sur le panneau. Dans tous les EHPAD, en fait, vous devez avoir 2 affiches à l'entrée qui vous expliquent que si vous êtes malade, si vous toussez, faut mettre un masque pour ne pas contaminer les autres, etc. Quand ils lancent une mission, on leur donne le nom de la mission, ce qu'ils doivent faire, comment ils sont dans le jeu. Là, ils doivent juste parcourir, c'est la première mission, ils doivent juste parcourir les affiches, choisir la bonne. Enfin, les bonnes, il y en a 2. Donc, je crois que la première, c'est celle-là. Pas sûr. Ensuite, ils valident leur choix et direct, on corrige. On est passé par plusieurs étapes parce qu'on ne savait pas trop s'il fallait corriger à la fin, s'il fallait corriger après le jeu, etc. Donc là, on corrige tout de suite. Donc on leur explique pourquoi c'est important d'avoir des affiches dans le hall. Ensuite, on passe sur chaque affiche. Donc ça a été bonne, donc c'est bien, vous avez mis la bonne affiche. La deuxième n'est pas bonne. Donc on leur dit pourquoi leur affiche n'était pas bonne. Et ensuite, on leur dit quelle affiche était pertinente et qu'il fallait choisir. Donc ça, c'est un premier mini-jeu. Quand ils valident, des points sont comptabilisés. Ils ont un score à effectuer selon leur profession. Et selon les missions, parce qu'on ne va pas demander exactement les mêmes compétences à un directeur qu'à une infirmière, par exemple sur les virus. Le directeur ne va pas savoir forcément virus, qu'est-ce que c'est, comment ça se propage, etc. Je vais vous montrer un deuxième exemple de mission. Je vais trottiner un peu. Donc là, on est dans la salle de soins. Ça, c'est l'armoire de prévention. Donc, là-dedans, il y a tous les éléments normalement de prévention. Des masques, des gants, etc. Quand ils commencent le jeu, ils ont l'armoire qui s'ouvre comme ça. Ils ont tous les éléments. Quand ils passent la souris, ils ont le nom de l'élément. Ils ont l'affiche, si c'est une affiche qui est enroulée. Et on leur demande en fait de sélectionner les éléments qui sont pertinents dans l'armoire. Donc, il ne faut pas sélectionner les éléments qui ne doivent pas être dans l'armoire. Donc, ils cliquent sur les éléments. Donc, moi, je veux une solution hydroalcoolique. Sur broche à manche longue, je pense que c'est utile. Les affiches. Et pourquoi pas des lunettes de vue. Je valide. Tout de suite, la correction. En vert, donc c'est ce qu'ils ont sélectionné qui était important, qu'il fallait garder. En rouge, c'est ce qu'ils ont sélectionné qui ne devait pas se trouver dans l'armoire. Et en bleu, c'est ce qu'ils ont oublié de sélectionner. Et à chaque fois qu'ils passent sur un élément, ils ont immédiatement une explication. On leur dit c'est pas bon, et pourquoi c'est pas bon, pourquoi c'est important que ce soit pas dans l'armoire, ou pourquoi c'est important que ce soit dans l'armoire. Tout jeu fonctionne comme ça, tout j'espère fonctionne comme ça, en tout cas pour l'épisode 1. Quand ils valident, les points sont comptabilisés, donc là c'est encore en développement, et à la fin du jeu, on reprend toutes les missions, et on leur explique sous forme d'une sorte de cours, on leur dit, à l'entrée d'un EHPAD, il faut avoir ça, dans votre armoire de prévention, il faut avoir ça, etc. Un élément important pour les aider, c'est la tablette, parce que dans les EHPAD, ils ont tout le temps des tablettes, parce qu'ils ont des applications en fait, sur leur chariot, avec les médicaments, comme ça ils savent à qui donner les médicaments, il y a tous les patients, les résidents, de l'EHPAD. Donc on a repris cette idée de tablette et on s'en est servi en fait comme une source pédagogique mais de contenu.
Donc ils ont à la fois leur tableau de bord où ils peuvent suivre la progression de leur aventure, avec ce qu'ils ont fait. Les personnes contaminées, donc ça c'est pas encore intégré, mais ils auront les personnes contaminées. On pense aussi mettre une courbe de progression, parce que dans l'épisode 2 il y aura plusieurs cas. Là, dans l'épisode 1 il y a un seul cas, mais dans l'épisode 2 il y aura plusieurs cas, donc ils pourront peut-être voir leur progression, comment ça se passe, les points, etc. Et ils ont surtout une partie e-expert. Pour l'épisode 1 il y a 4 experts. Donc une virologue, médecin du travail, médecin coordinateur et un cadre hygiéniste. Et quand ils sont comme ça hors d'un mini-jeu ou qu'ils sont en train de faire un mini-jeu, ils peuvent les interroger, leur envoyer des messages. Donc c'est sous la forme de texto en fait, ils peuvent communiquer. Ils envoient un message au virologue et par exemple ils peuvent lui demander quelles sont les principales différences entre un virus et une bactérie. Hop, ils envoient la question. Les antibiotiques n'ont pas d'effet sur les virus. Ils agissent de manière spécifique sur les bactéries en bloquant des étapes essentielles dans leur développement. Et du coup, ça leur permet, en fait, s'ils ont un manque de connaissances, s'ils ont oublié quelque chose, de chercher par eux-mêmes et de trouver les réponses qui sont demandées. En fait, Il s'agit d'une entité biologique simple. Je vais terminer par la virus. Donc à tout moment, dans le jeu, ils peuvent utiliser la virus. Là, c'est pas très développé pour le moment parce que dans l'épisode 1, il y a peu de contamination du virus. Mais quand ils utiliseront la virus, ils verront des éléments apparaître comme ça. Donc ça, typiquement, ce sont les mains de Lou, la petite fille qui est venue juste avant, en fait, dans l'histoire, dans la chronologie, elle est venue juste avant à voir son grand-père. Et elle a touché la rambarde, elle a touché plein de choses. Et on verra, en fait, en mettant la virus, on verra là où elle a contaminé. Et on verra aussi la progression, en fait, du virus dans l'EHPAD, selon leur choix. Donc ça veut dire que s'ils font des bêtises, s'ils ne prennent pas les bonnes décisions, à un moment donné, tout sera blanc et il y aura des virus partout. J'oublie un truc, les conversations passives, qui sont un des mini-jeux. En s'approchant d'un personnage, de certains personnages, une conversation va se déclencher entre le joueur et un autre personnage, ou alors entre deux personnages entre eux, et on pourra juste écouter. Et durant ces conversations, en fait, on va mettre en avant des idées reçues qui sont malheureusement très répandues en fait, dans les EHPAD, sur par exemple les vaccins, l'efficacité des vaccins, les vaccins ça sert à rien, etc. C'est un jeu assez passif, mais qui les récompense en termes de points s'ils vont jusqu'au bout, de la démarche. Parce qu'à la fin, quand ils ont terminé, en fait, il y a une petite fenêtre qui s'ouvre et qui leur explique, qui leur donne des données importantes en fait, sur les vaccins, pourquoi c'est important, etc. Ça va bientôt apparaître. Alors il y a encore beaucoup de texte parce que on a aussi une démarche de compresser au maximum le contenu pédagogique pour que ça soit pertinent. Voilà, c'est trop long. Et ils peuvent lire, ça sera aussi audio, et ils ont en fait des informations sur l'idée reçue qui a été soulevée pendant cette conversation. Et voilà. Donc il y a 4 autres missions que je ne vous montre pas parce que c'est pas fini, enfin, c'est encore en développement jusqu'au mois de juillet. Et voilà, en gros, je pense que j'ai fait le tour. Voilà, je le fais. Et je remets. Après, comme on a perdu un peu de temps, je vais. Non. C'est enregistré. C'est enregistré. Ouais. On a un studio de son au CEMU, donc. Oui. Et on a enregistré. Donc les experts, c'est les vrais experts. Hein. C'est la virologue du CHU de Caen qui est venue. Sinon, alors. Non, mais c'est bon. Je vais finir comme ça, sinon on perd trop de temps. Au niveau de la méthode, hein, donc quand on a décidé de se lancer dans ce jeu, c'était notre première expérience. Donc évidemment, on est allé se dire, est-ce qu'il y a une méthode ? Est-ce qu'il y a une recette miracle ? Comment on construit un scénario d'un jeu sérieux ? Comment on fait ? Alors là, on a eu beau chercher, on n'a pas vraiment trouvé. Donc finalement, nous, on a travaillé un petit peu en méthode agile. Hein. Alors je vais vous montrer les photos, hein, parce qu'on a vraiment constitué un groupe. Hein, c'était le groupe Jasper. Donc il y avait des personnes de l'équipe du CME, mais surtout il y avait beaucoup de professionnels. Hein. On avait 2 médecins coordinateurs, une infirmière, une aide-soignante qui venaient régulièrement. La méthode... Ici. Et comment on a fait, hein, on a utilisé les modes agiles, on a fait ce qu'on appelle un story mapping. On leur a demandé de nous raconter l'histoire de l'épidémie. Donc on a tout noté, on a travaillé un petit peu comme un scénario de cinéma hein, ou de théâtre avec des actes, des scènes. C'est ça ? Ouais, c'est ça.
Ouais, je vais juste montrer ça. Voilà, hein, donc méthode agile. On leur a demandé tout. On a passé 2 demi-journées, hein, décrivent toutes les différentes scènes, quelles étaient les personnes qui intervenaient, quels étaient leurs rôles, les lieux. Vous voyez là les petites étiquettes de couleurs. Eh bien, c'est un des acteurs. Les petits points rouges, c'était les virus. Hein. On avançait aussi. On essayait d'illustrer la progression du virus. Ensuite, on a listé tous nos actes, tous nos scènes, et puis on a traité sous forme de fiches scénario. Voilà, par exemple, pour la scène 1 de l'acte 2, ça se passe à quelle heure, c'est où, quels sont les personnages, qu'est-ce qu'ils font. Donc après, évidemment, lié à des compétences, des compétences ou connaissances mobilisées. Et puis après, sur chaque scène, est-ce qu'il y a des interactions avec les autres acteurs? C'est là où est-ce qu'il peut y avoir dans cette scène un événement perturbateur? C'est ce qui nous a permis aussi d'identifier dans les scènes où on allait intégrer des épreuves, voilà, ou des challenges. Donc on a tout listé comme ça. Donc tout ça, on l'avait préparé avant de recruter le développeur 3D, parce qu'il fallait qu'on optimise les heures développeur 3D. Donc on a travaillé tout le scénario, et quand Nicolas est arrivé, eh bien, on a commencé le développement, toute la partie interface et développement avec lui. Juste pour dire aussi, ce qui est important dans un projet comme ça, c'est de communiquer. On a énormément communiqué en interne, on a énormément communiqué en externe, hein, c'est-à-dire que les professionnels qui étaient dans notre groupe en ont parlé, on a testé dans les EHPAD, et finalement, on a eu beaucoup de chance, puisqu'il y a un médecin qui faisait partie de l'équipe, qui en a parlé à l'ARS, et du coup, l'ARS nous a financé un complément de 40 000 € qui nous permet, c'est pour ça aussi que le projet n'est pas totalement fini, c'est que du coup on a pu se permettre de faire un développement entre guillemets un petit peu plus chiadé grâce à cette rallonge que nous a attribué l'ARS. Voilà. Alors on va prendre 2-3 questions s'il y en a. Si tout est clair, on passera aux orateurs suivants. Oui. Bonjour. Je voudrais savoir si, comme c'était présenté ce matin avec Kahoot, vous aviez un retour d'expérience suite à l'utilisation de votre jeu. Alors pour le moment, le jeu, on a des retours d'expérience puisque ce jeu, il est testé auprès du personnel d'EHPAD régulièrement. C'est-à-dire qu'on a un groupe, on a des réunions hebdomadaires avec 3 professionnels, et régulièrement, quand le développement a quand même bien évolué, ils vont le faire tester à leur personnel. C'est comme ça aussi, on a perdu un peu de temps au début, parce que chaque fois, ils revenaient avec une liste de choses un petit peu à modifier, adapter. Par exemple, au tout début, on avait fait un plan de l'EHPAD, avec plus la salle de soins, la chambre, le réfectoire. Et puis un jour, à la réunion du vendredi matin, il y a la médecin co qui arrive et dit « Mais attendez, moi j'ai montré ça à mon équipe, il manque une pièce, il manque une petite pièce, donc il a fallu rajouter une pièce à l'EHPAD. » Oui, merci pour cette présentation et bravo pour le jeu. Je voulais savoir maintenant, avec le recul, parce que vous avez déploré le fait de ne pas avoir trouvé des scénarios ou des méthodes de création de serious game, est-ce que maintenant, avec cette expérience, ça vous semblerait utile, ou est-ce que vous vous rendez compte que finalement, c'est peut-être pas si utile que ça? Je pense que c'est pas si utile que ça, tout à fait. On en parlait aussi à midi. De toute façon, voilà, il y a tellement de choses, c'est lié au sujet du jeu, c'est lié à l'équipe qui va travailler avec vous, c'est lié aux compétences que vous avez autour de vous. C'est-à-dire qu'au début, nous, quand on a fait notre benchmark, on avait identifié des jeux, par exemple, on a une grosse équipe vidéo. Donc on s'est dit, on va mettre de la vidéo dans notre jeu, comme ça permettra, voilà, de pas... Puis finalement, quand on s'est rendu compte en développant que juste l'idée de la vidéo, c'était pas bon. Donc voilà. Donc je pense que oui, vous avez raison. De toute façon, même, je pense qu'il n'y a pas de recette miracle et il n'y a pas de modèle de scénario. Je voulais savoir sur quoi il va se jouer. Il se joue uniquement sur ordinateur ou est-ce qu'il y a une déclinaison en application smartphone ou autre? Alors là, pour le moment, il va être juste, diffusé en version web.
Alors, on ne veut pas le diffuser comme ça, librement, à tout le monde. D'abord parce qu'on considère que ce n'est pas quelque chose qui doit être diffusé sans accompagnement. C'est-à-dire que ça n'a pas de sens d'ouvrir ce jeu comme ça. Donc, il sera uniquement diffusé, nous, sur notre plateforme pour nos étudiants, mais il sera diffusé que via l'intermédiaire des 2 réseaux de soins avec qui on travaille, CEPIAS et le réseau qualité normand. Et c'est eux qui vont le diffuser, c'est-à-dire qu'ils vont prendre des inscriptions et puis ils vont proposer des accompagnements. C'est-à-dire que ça sera un support intégré dans une formation. Voilà. Alors on a fait le choix aussi, enfin le choix, mais ça c'est un choix financier, hein. Il n'est pas implémenté sur une plateforme, c'est-à-dire qu'on ne relève pas les traces des joueurs. Et ça, c'est financièrement, on ne pouvait pas en plus assurer la gestion d'un serveur. Et puis comme il est ouvert aux professionnels, chez nous, la DSI n'aurait pas accepté qu'on gère des comptes de gens extérieurs. Voilà. Et finalement, ça n'a pas du tout gêné les professionnels qui nous ont dit, à la limite, nous on préfère. À la limite, le personnel, s'il sait que ces traces ne sont pas enregistrées, il jouera plus librement. Voilà. Donc ce n'était pas un handicap, le fait que ça ne soit pas implémenté sur qu'on ne récupère pas les statistiques et les traces des joueurs. Voilà. Bonjour, c'était très intéressant, je vous remercie. Moi j'ai 2 petites questions qui sont, puisqu'on parle de développement de jeux vidéo, donc éducatifs, est-ce que ça n'aurait pas valu le coup de aussi aller voir des personnes professionnelles du développement de jeux, comme par exemple de conception de jeux, donc des game designers, qui sont justement les gens qui n'ont pas forcément les recettes miracles, évidemment, parce que comme vous le dites, il n'y a pas de recettes miracles, mais qui sont des personnes formées à proposer, à transmettre des propos via des mécaniques de jeu, notamment par des notions comme celle de la rhétorique procédurale, des choses comme ça, qui sont des choses sur lesquelles peut-être ça peut valoir le coup de faire des recherches quand on se lance dans ce type d'aventure. Et donc, c'est peut-être pas parce qu'il n'y a pas de recette miracle qu'il n'y a pas non plus des méthodes quand même éprouvées énormément par une industrie qui brasse aujourd'hui des milliards, vers lesquelles ça peut avoir du sens quand même de s'intéresser. Donc voilà, je voulais juste savoir si vous aviez eu cette démarche ou pas. Au départ, on avait cette démarche. Hein. Au départ, on s'était dit, on va travailler avec des game designers, avec une agence. On a rencontré une agence, hein, mais quand on a vu les prix, on faisait. Si on voulait faire, c'était pas possible de faire avec. Voilà, c'est tout. Oui, tout à fait. Alors du coup, peut-être ça pourrait intéresser certains ici. Les agences sont généralement des prix assez monumentalement plus élevés que les freelances, et ça peut être utile de s'adresser plutôt à des personnes isolées comme des freelances, qui généralement ont des tarifs plus intéressants. Mais vous savez, pour une équipe, franchement, se lancer dans une aventure comme ça, au niveau montée en compétences de l'équipe, c'est extraordinaire. Hein. Parce qu'au départ, on n'avait pas prévu que la graphiste travaillerait, elle a fait un travail fabuleux. Au départ, on avait prévu d'acheter les personnages, vous voyez, les petits personnages. Finalement, ça a été compliqué. Bref, ça, c'est une aventure parmi l'aventure. Et finalement, c'est Nicolas qui les a développés. Donc, franchement, là, depuis, on présente ce projet. Évidemment, il y a d'autres enseignants qui ont des projets qui viennent nous voir. Alors, on va peut-être plus les orienter vers un peu réalité virtuelle. Nicolas aussi a développé une version en réalité virtuelle, hein, c'est-à-dire qu'une partie du jeu peut se jouer en réalité virtuelle, avec un casque de réalité virtuelle. Bonjour, j'avais une question concernant la conception pédagogique et toute l'ingénierie pédagogique que vous mettez derrière en fait ce Serious Game. Jusqu'où évaluez-vous l'efficacité ou avez-vous l'intention d'évaluer l'efficacité de ce Serious Game, puisque vous parlez de réseau? Est-ce que vous allez mesurer, est-ce que vous allez aller jusqu'à mesurer finalement la diminution d'infections nosocomiales de ce type-là dans le cadre de votre réseau? Ça va être l'équipe du réseau, surtout CEPIAS, mais pourquoi pas? C'est-à-dire que vraiment l'objectif c'est d'accompagner les personnes et les EHPAD qui vont vouloir utiliser le Serious Game dans le cadre de formation. Donc s'ils se donnent les moyens, oui, on pourrait. Parce qu'eux, ils sont leur rôle, CEPIAS, c'est ça, hein, c'est d'accompagner les structures à la lutte contre les épidémies. Pourquoi pas? Mais ça, c'est pas nous qui allons le prendre en charge. Nous, on peut pas. Voilà. Mais eux, oui, pourquoi pas. Bien, encore merci pour cette présentation.